Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Moi ça va plutôt pas mal et aujourd'hui je voudrais réagir aux commentaires sous la vidéo où j'étais un petit peu agacé, j'étais dépité, j'en pouvais plus, j'étais au fond du gouffre, j'étais déprimé. Ah bon, t'as compris quoi. La vidéo où je réagissais au week-end des influenceurs parce qu'il y a eu des commentaires hyper pertinents. Alors désolé Natatias qui nous a dit qu'il avait arrêté le podcast à partir du moment où je parlais de la soirée d'Azen. Il me dit c'est rien contre toi JC, mais je passe une belle journée, je n'ai pas envie de me fâcher. Alors, je sais que c'est difficile, mais je fais de mon mieux pour apporter des commentaires, voilà, mes commentaires, essayer d'être pertinent, essayer d'être intéressant, essayer d'élever le débat, voilà. Même si, c'est un peu difficile quand on a un tel sujet. Mais ça éveille toujours beaucoup de choses chez nous. Il y a eu, 3 commentaires notamment que j'ai retenus. Et le premier qui m'a vraiment presque obligé à faire cette vidéo. Vous avez vu le titre, c'est pas un titre qui va être très accrocheur. Donc je sais pas s'il y aura grand monde qui va écouter ce podcast. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Mais Camara C qui nous dit « Soit, mais dans ce cas, quelle différence entre ces combats et les tout premiers combats des champions olympiques comme Yoka, Joyce, Joshua ou autres contre des adversaires faire-valoir qui sont là pour construire leur carrière. Le niveau n'est-il pas aussi déséquilibré, rendant les combats tout aussi dangereux ?» C'est un commentaire hyper pertinent. Alors je lui ai répondu, je ne sais pas s'il m'a répondu derrière. Donc voilà, il dit qu'il écoutera l'argumentation avec plaisir. Et ben voilà, Camara, c'est un peu pour toi que je fais ce podcast. C'est pas une réponse en mode mais c'est plus il a posé la bonne question. Tu sais, ça fait toujours plaisir quand quelqu'un, peut-être pas en mode je suis énervé, il me saoule, tu vois, il veut me contre-argumenter. Non, c'est plutôt là, il met le doigt sur un des problèmes de la boxe, c'est vrai, mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment faire la comparaison que ça tienne la route? C'est ça la question qu'on va se poser. Donc on va se pencher un peu sur justement ces premiers combats des boxeurs pros qu'on connaît bien aujourd'hui. Et on va comparer à ces combats d'influenceurs. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, je trouve que oui, c'est bien plus dangereux à plusieurs niveaux, les combats d'influenceurs. Donc, tu vois, je te donne déjà la conclusion. Mais la question est très pertinente. Et en vrai, on doit toujours savoir se remettre en question. J'ai eu quelqu'un d'autre qui m'a expliqué cette soirée boxe. Alors, j'ai eu John Duff aussi qui a mis un très bon commentaire. Rapidement, alors, il est où ? Ah voilà, il faut que je le retrouve. C'est ZJP Sport. ZJP Sport, attends, est-ce que tu as une chaîne de sport? Si tu t'appelles comme ça, peut-être que tu as des vidéos de sport. Ouais, tu fais même des petites vidéos de boxe. Eh ben, ZJP Sport, je vais m'abonner à ta chaîne. Voilà, je l'ai fait pendant mon podcast. Donc lui, il a été très pertinent aussi parce que il nous a expliqué tout le contexte autour de cette soirée boxe. Et alors, ce que j'ai trouvé très intéressant, n'hésitez pas à aller voir son commentaire. Vous savez quoi, je vais l'épingler. Voilà, comme ça, sous la vidéo précédente, vous pourrez le retrouver et le lire, ok ? Donc voilà, je l'ai épinglé. Et dans son commentaire, il vous explique qu'en fait, ils sont en train d'organiser des shows spécialement pour les influenceurs, ok ? Et ce qui est marrant, c'est que donc il explique bien dans le début de son argumentaire que c'est pour faire le distinguo entre les deux et qu'après, il y a des présidents de promotion qui sont un peu copains, donc c'est pour ça qu'il y a des boxeurs professionnels qui sont là, que c'est un peu le concurrent, c'est Jake Paul, et que c'est pour ça que Jake Paul, il a tenté de s'immiscer dans cette soirée-là, parce que Jake Paul, il a voulu combattre KSA. On sait que KSA, ils vont finir par organiser le combat contre Jake Paul, mais moi je pense que ce qu'ils font, c'est qu'ils font monter le truc pour que le combat fasse le plus d'audience et le plus d'argent possible, donc ça va attendre encore un peu. Et donc, ça se tient quand il me dit ça. Donc oui, distinguer les combats d'influenceurs qui sont là pour divertir les fans de ces influenceurs-là, et parce que ça fait du bruit sur les réseaux, on va pas se mentir, et la boxe, la véritable boxe. Mais le problème, c'est que quand tu vois que tu mets en tête d'affiche le boxeur pro qui aurait dû affronter Jake Paul, qui n'est pas du tout un influenceur à la base, qui est un boxeur du circuit, que tu le mettes contre un ancien combattant de MMA renommé, celui qui a mis KO Evander Holyfield, en fait tout se mélange. C'est pour ça que moi je suis pas du tout d'accord avec ce principe-là, parce que tout se mélange et c'est du grand n'importe quoi. Mais, encore une fois, son argumentaire, enfin les raisons qu'il t'explique et comment il développe tout ça, c'est très intéressant. Et donc je vous invite à aller vous faire votre propre avis sur ces dires.
Bon, la question du jour, c'était plus sur ces combats, voilà, les boxeurs qui affrontent personne, parce que c'était ça aussi le problème que je développais, c'était que ces mecs-là, ces influenceurs, ils se préparent, ils ont la chance de pouvoir se préparer très bien, et ils affrontent des mecs qui n'ont jamais mis les gants, clairement. Ou alors, ça fait genre 2 mois qu'ils se sont dit je vais faire de la boxe, mais c'est pas en 2 mois que tu deviens boxeur. C'est pas en 2 mois que tu gères le stress d'un combat sur un ring devant des spectateurs. Ça, c'est quelque chose qu'on se rend pas vraiment compte tant qu'on l'a pas fait. On se focalise sur l'adversaire, mais il n'y a pas que ça. Il y a le contexte, il y a où tu combats, il y a contre qui tu combats, face à quel public tu combats. Tu vois, tout ça aussi, dans quelle catégorie, à quel poids tu fais le combat, tout ça, ça rentre en compte. Et il ne faut pas le négliger. Des boxeurs professionnels qui avaient une carrière, qui avaient de la bouteille, se retrouvaient tétanisés devant Mike Tyson. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas en capacité de le battre. Tu vois, qu'ils n'avaient pas le savoir-faire pour le battre. Mais ils se retrouvaient, du coup, en incapacité parce qu'ils avaient trop peur, parce qu'ils étaient tétanisés par l'enjeu, par la bête qui était face à eux. Alors que physiquement, ils avaient de quoi répondre à Mike Tyson. Ils avaient de quoi donner du mal à Mike Tyson. Bref, c'est pour vous donner un exemple qui est parlant. Je vais juste rebondir sur le commentaire de John Duff avant de répondre à Camara. John Duff, qui lui... il a été plutôt assassin. Il a été dur. Il a beaucoup critiqué les adversaires de Anderson et Efe Ajagba, en disant que c'était pas vraiment ouf. Et il a parlé des combats de Milan Prand, Bakary Samake, Kevin Lessadjo, et que eux aussi ont pris des adversaires qui étaient dans le top 300. Et que ça ressemblait plus à un sparring. Et donc il nous dit, si c'est pour faire un sparring, fais-le durer, amuse-toi, parce que les gens sont venus pour voir un combat. Alors ça, par contre, moi je suis pas d'accord. Quand tu fais un combat de boxe, tu sais que l'autre en face de toi, ça soit un mec qui soit pas à ton niveau ou pas, ça reste un sport de combat. Si t'en décoches une bien, c'est dodo. C'est dodo, et après, on sait ce que ça coûte une défaite dans ton palmarès. Donc, il n'y a aucune raison de faire durer. C'est un combat, t'es là pour abréger le combat le plus vite possible. Certains boxeurs font durer le plaisir, c'est vrai, c'est souvent dans des contextes particuliers, mais tout boxeur, s'il a l'opportunité de mettre le KO dans les premières secondes, il le fera. Il le fera. Voilà, ça c'est une réalité. Mais je vois ce que tu veux dire. Par contre, le problème, c'est que, oui, on leur a mis personne en face. Alors, ça s'explique. Là, je vais déjà répondre à John Duff, parce que c'est un super commentaire. Il développe plein de choses. Il explique le problème que Arsène Goulamirian et Michel Soro ont rencontré avec leurs promoteurs, qu'ils aient changé de promoteur, mais qu'au final, ils boxent toujours pas. Il explique que la dernière soirée Yoka a été beaucoup moins attractive que les autres. La sous-carte était beaucoup moins fournie. Voilà. Bon, après, je pense que chaque boxeur qui était avant en sous-carte ont commencé un peu à faire leur bonhomme de chemin. Et ça devient de plus en plus difficile de toujours les garder en sous-carte. Tu vois, de toujours ramener du monde. Mais je vois ce que tu veux dire. J'avais même commenté un message de Tito Trinidad. Alors moi, je me souviens de lui parce qu'il commente souvent. Et puis, il a le pseudonyme d'un boxeur de renom qui expliquait... Donc, on échangeait des messages et j'expliquais, tu vois, regarde, RMC, il passait les soirées de Asloum Event, c'est fini. Canal+, il passait les soirées de Akaries, c'est fini. Donc voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à se mettre sous la dent en France. Donc, c'est très compliqué. Alors, du coup... Pourquoi donc les boxeurs comme... Pratt encore, il boxe régulièrement et Bakary Samake aussi, mais Kevin Lessadjo, qui est déjà à un autre niveau, lui, il est champion d'Europe, il est au niveau européen, et il se rapproche petit à petit du niveau mondial. Pourquoi il est encore face à des 300e mondiales ? Le problème, c'est que comme il boxe très peu souvent, je parle de Kevin Lessadjo, c'est que... parce que pour Milan Pratt et Bakary Samake, on va être dans le cas que je vais développer en seconde partie. Mais pour le cas de Kevin Lessadjo, c'est que le problème, c'est que comme t'as pas de promoteur sérieux qui te suit, comme tout boxeur de ce niveau-là devrait avoir un planning de combat, c'est-à-dire que tu sais que tu vas boxer telle date, parce que normalement un bon promoteur, c'est ça qui doit te garantir, c'est des dates de combat, et c'est ce que devrait avoir Kevin Lessadjo aujourd'hui. Comme t'as pas ça, t'as des longues périodes où tu sais pas si tu vas boxer, donc t'es entre une vraie prépa et un maintien, parce que Kevin Lessadjo, c'est quelqu'un qui reste en forme, mais c'est quand même du maintien où t'es pas dans une condition pour te dire, ouais, dans 4 semaines, dans 6 semaines, j'ai un combat. Du coup, que quand t'as l'opportunité de faire un combat, on t'appelle un peu à la dernière minute, et donc on te met pas un boxeur non plus trop dangereux, parce que tu sais que c'est un combat d'entre-deux en attendant une grosse échéance. Mais ça, c'est de la gestion de carrière qui est pas du tout professionnel. C'est vraiment du système D, c'est-à-dire c'est de la débrouille. Donc voilà pourquoi tu te retrouves avec des soirées comme ça qui sont montées un petit peu à l'arrache. Elles sont montées
pour faire grimper les Milan Prat, les Bakary Samaké. Donc eux, c'est un petit peu normal qu'on ne leur mette pas encore des adversaires trop dangereux parce qu'on est en train de leur faire acquérir de l'expérience. Et Kevin Lessadjo, lui, il est ramené à l'affiche parce que c'est quand même un nom en France, tu vois, on sait que, voilà, il apporte quand même du poids à l'affiche, mais comme lui, normalement, il devrait défendre sa ceinture européenne, on lui dit, vas-y, tu vas faire un combat, on va te ramener un mec. Voilà, c'est juste histoire de, vas-y, tu fais rentrer un petit billet et au moins t'es actif, toi, tu restes actif. Parce qu'on sait que le milieu de la boxe, il est cruel aussi, et rapidement, on peut te mettre inactif, on peut te retirer tes titres, tu vois, voilà, c'est compliqué. Donc au moins, tu restes actif et tu restes quand même, dans les rankings, ça veut dire dans les tableaux, tu restes parmi les challengers des différentes fédérations, et donc, t'es toujours dans le circuit, t'es toujours dans le milieu. Mais voilà, c'est vraiment des trucs faits à l'arrache. C'est voilà où on en est en France. On organise ce genre de soirée complètement faite à l'arrache, qui se repose que sur les noms français, et on s'en fout complètement de qui on va mettre en face. Et le problème, c'est que c'est un système qui s'est installé depuis de nombreuses années en France, et aujourd'hui, ça va être très difficile de le changer. Ce qui apportait un peu, c'était les soirées à Carriès, parce qu'on avait des titres mondiaux, donc ça amenait des combats avec des challenges mondiaux, avec Soro, avec Arsène Goulamirian. Et on avait des belles soirées boxe aussi avec Tony Yoka. Voilà, c'était ça l'autre exemple. Parce que Tony Yoka, on essaie de le monter une carrière poids lourd. Donc il faut que ça donne envie, il faut que le public vienne. Donc quand même, on montre des assez belles soirées avec une assez belle sous-carte, dans des lieux prestigieux. Donc voilà, là on est quand même sur quelque chose de plus intéressant. Voilà un petit peu ce à quoi je voulais répondre, Jaune d'œuf. Encore merci pour ton message qui était très 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 intéressant. Et donc j'espère que je t'ai un peu répondu. Et maintenant, on va parler donc du cas que nous soulève Camara. Attends, j'espère que je me plante pas dans ton nom, Camara. Je vais aller juste revoir si c'est bien comme ça. Camara C. Voilà, Camara. Alors, ces combats d'influenceurs qui affrontent personne et donc qui risquent de mettre en danger la vie du mec qui tabasse. Est-ce que c'est pareil que les premiers combats des Olympiens ? Parce que tu as bien dit les Olympiens. Alors, je pense que malheureusement, tu t'es un peu gouré dans l'exemple. Je vais te dire pourquoi. Joshua, son premier combat, c'est un invaincu. Alors bien sûr, c'est personne, mais c'est un invaincu. Il est à 8-0. Pareil pour les suivants, c'est quand même des mecs qui ont des palmarès assez fournis. 14 victoires, 19 défaites, aucun match nul, le deuxième. Ensuite, 5 victoires, 6 défaites. Tu vois, ça reste quand même des adversaires qui ont des palmarès plutôt équilibrés et qui ont quand même de la bouteille, une certaine expérience. Le suivant, c'était 7-2, tu vois. Après, 22-5. On va prendre Joe Joyce. Joe Joyce, alors, on va pas donner Joe Joyce tout de suite, parce que Joe Joyce, c'est le plus intéressant des trois. Je vais prendre les trois que tu m'as donnés. On prend Tony Yoka. Tony Yoka, le premier, pareil, c'est un invaincu. Ils ont un peu copié le modèle de Joshua. C'était 12-0. Après, il prend Jonathan Rice qui a 7-2. 7-2-1 à ce moment-là. Donc 7-2-1, 7, c'est-à-dire 7 victoires, 2 défaites, un match nul. Après, il prend Ali qui a 10 victoires, 1 défaite, un match nul. Alors oui, c'est pas des boxeurs... Après, il prend quand même l'ancien champion de France, Léonet, 13 victoires, 9 défaites et 3 nuls. Mais tu vois, Léonet, quand tu connais son parcours, tu sais que c'est un mec, certes, il a des défaites, mais c'est un mec, c'est le meilleur niveau poids lourd en France. C'est un mec qui a une forte expérience. Donc là, tu vois, tu les mets face à des mecs qui ont quand même de la bouteille, même si, quand tu dis faire valoir, c'est pas vraiment le mot, c'est plutôt des journeyman. Et encore, c'est pas vraiment le cas ici. C'est pas tant que ça des journeyman. C'est des mecs qui ont quand même de l'expérience. C'est des mecs qui ont quand même un petit palmarès. Alors même si tu prends les deux premiers adversaires de Joshua et Tony Yoka, c'est des mecs qui avaient un parcours plutôt arrangé. Tu vois, ils étaient invaincus, mais clairement, eux, ils ont pris des journeyman. Eux, ils ont pris des mecs lambda, ils les ont tabassés pour se monter une petite carrière. Et là, ils arrivent face à un mec, quand tu arrives face à Joshua ou Tony Yoka, qui vient d'être champion olympique, là, tu arrives face à un vrai boxeur, qui sait très bien boxer, et là, tu comprends la différence, voilà. Et donc, tu te prends un KO premier round, Joshua KO premier round, et Tony Yoka KO deuxième round. Donc voilà, là, tu comprends ce que c'est. Mais pour le coup, Joshua et Yoka, c'est pas vraiment des exemples qu'on peut comparer à ce que font les influenceurs. Et Joe Joyce encore moins. Joe Joyce, lui, carrément, quand il attaque chez les professionnels, il fait directement un 10 rounds. Donc je vous rappelle qu'au début, normalement, tu fais... Tony Yoka, il a fait un 6 rounds. Joshua, il a fait un 6 rounds aussi. Tu peux commencer par un 4 rounds. Tu vois, voilà, professionnellement, un 6 rounds, c'est assez logique, tu vois, pour un premier combat, mais tu peux trouver beaucoup de boxeurs qui vont faire des 4 rounds dans leur début de carrière. Donc, voilà, tu vois, par exemple, je vais vous donner un exemple après, ça sera 4 rounds son premier combat. Et Joe Joyce, lui, il fait directement un 10 rounds pour son premier combat. Donc tu vois, tout de suite, il veut rentrer dans le dur.
Et donc, il prend un adversaire expérimenté, parce que forcément, si tu fais un 10 rounds, les commissions et tout vont t'obliger à prendre des mecs un peu plus expérimentés, et t'es face à un mec qui a 12 victoires, 3 défaites et un nul. Et après, il enchaîne. Après, il va partir sur des 8 rounds, mais le mec, il a 4 victoires, une défaite, 9 victoires, une défaite, un nul, tu vois, et il enchaîne comme ça, tout de suite, et après, regardez, le suivant, 22-4-1, donc 22 victoires, 4 défaites et un nul. Donc, tu vois, il a vraiment... Tout de suite, il est monté en intensité, il est monté en sérieux dans les adversaires proposés. Maintenant, je vais te donner l'exemple, Camara, qu'on a tous en tête, et c'est le vrai exemple. C'est quand tu prends des mecs vraiment pour les éclater. Et je vais prendre l'exemple de Gennady Golovkin, parce que, voilà, je vous le dis, petit exclu, la vidéo de demain sera sur Gennady Golovkin, la vidéo sur Box Attitude. Donc, je suis en train de travailler sur toute la carrière de Golovkin. Et Golovkin, si tu regardes ses premiers combats, c'est clairement ça. Il prend des mecs pour les manger, pour les dévorer tout cru. Et on va prendre son tout premier adversaire, donc premier combat pro de Golovkin. Le mec a une victoire, 22 défaites, 3 matchs nuls. Et attendez, écoutez, le gars aujourd'hui, vous savez ce que c'est c'est un Hongrois, son palmarès aujourd'hui, c'est 112 défaites, 40 par KO, 5 matchs nuls, et écoutez, il a 3 victoires, une remportée par KO. Non mais, je me suis dit, le jour où il a dû gagner par KO, mais il a dû faire une fête. Oh, il a dû faire une fête de malade, le gars. Donc, bon, là, ça, c'est le bon exemple. Ça, c'est le bon exemple que veut nous dire Camara. Camara, pour le coup, maintenant, je vais rentrer vraiment dans le vif de ta question, dans le cœur du souci, et je vais t'expliquer un peu les comparatifs. Certes, Gennady Golovkin, ses premiers combats, c'est contre, clairement, des journeyman qu'il va détruire, qu'il va littéralement détruire. Sauf que, et là, ça fait toute la différence entre les influenceurs qui se battent contre un autre influenceur, sauf que t'en as un des deux qui est entraîné, qui aime la boxe, qui connaît la boxe, et qui a l'idée de faire la boxe depuis longtemps, et qui se met à faire de la boxe, et en face de lui, t'as un mec, c'est juste parce que c'est, tu vois, c'est le show, c'est le spectacle, c'est le buzz sur Internet, tu te fais entraîner, et après t'as ta communauté qui te chauffe, tu vois, t'as les gens qui te chauffent, c'est public, donc l'autre il t'a chauffé, donc vas-y, je vais m'entraîner, c'est bon, ça a pas l'air si dur, il y en a d'autres qui l'ont fait, je vais m'entraîner, ça semble accessible, et j'y vais. Et après il se fait massacre, parce que l'autre il était bien plus préparé que lui. Et la différence avec Golovkin, qui tabasse un mec facilement, c'est que face à lui, t'as un professionnel du métier. Et là, ça me fait encore plus dire que on ne respecte pas ces gens-là. Les fameux journeyman. Parce que certes, ils ont des palmarès catastrophiques. Ils ont que des défaites. Mais ces mecs-là, c'est leur métier. C'est leur taf. Pour manger, ils servent de chair à canon. Et ils vont à travers le monde. Souvent, c'est des mecs de l'Est, comme là. Hein, c'est un Hongrois qui est parti en Allemagne. Donc, c'est des mecs des pays pauvres en Europe. Je prends le cas de l'Europe. Hein, mais tu as le même cas avec les États-Unis qui vont ramener des mecs d'Amérique latine. Tu prends le cas en Europe, donc des mecs qui viennent de pays pauvres en Europe et qui vont chez les pays riches pour servir de chair à canon lors de grandes soirées boxe. Mais eux, c'est vraiment, quand je te dis c'est leur métier, c'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire. Ils ont quelque part l'art de la défaite. Je te dis pas qu'ils viennent pour perdre, c'est des mecs qui sont pas au niveau, d'accord ? C'est des mecs qui sont pas au niveau, clairement. Mais c'est des mecs qui ont l'habitude de monter sur un ring. Toute leur vie, c'est la boxe. Ça leur sert à nourrir leur famille, ça leur sert à payer leurs factures, ça leur sert à vivre. Toute leur vie, c'est la boxe. Ils savent ce que c'est. Ils savent quand ils y vont, qu'ils vont être face à des mecs qui peut-être potentiellement vont être des futurs cracks, ou pas. Ils vont d'ailleurs même servir un peu de test. Ils y vont, t'inquiète pas que s'il a l'occasion de mettre le mec KO, il le fera. Si le mec il est trop dur, bon, il va pas mettre sa vie en danger. C'est des mecs qui savent gérer ça. Ils savent gérer face à qui ils vont être parce que, comme je te dis, ils ont l'art de la défaite. Ils en ont vu d'autres. C'est ça leur métier, c'est de prendre des jeunes et d'aller les tester un peu. Si c'est trop dur, t'inquiète pas, il va mettre un genou à terre et il va rentrer à la maison. Il aura eu son chèque, il n'aura pas été payé grand-chose, mais pour lui, ça va lui permettre de vivre quelques mois jusqu'à son prochain combat. Et maintenant, je vais donner mon deuxième argument. Parce que, voilà, ça c'est un argument, c'est comme ça que fonctionne la boxe. T'es d'accord ou pas, tu trouves ça scandaleux ou pas, c'est comme ça que ça fonctionne le système boxe. Maintenant, il y a qu'est-ce que gagne un Golovkin quand il va faire ce combat-là ? Il gagne pas grand-chose. Qu'est-ce que gagnait un Mike Tyson dans ses premiers combats pour tabasser un mec dont il était bien supérieur ? Pas grand-chose. Tu gagnais des clopinettes. Mais tu savais
que tes promoteurs, toute ton équipe, c'était un investissement dans l'avenir. Donc tu faisais ça de manière incognito. Donc maintenant on a des images, on retrouve tout ça, mais c'est des trucs un peu incognito qui se font plutôt dans l'anonymat, sauf quand t'es une star comme Joshua ou Tony Yoka, où là oui, on a toutes les vidéos des premiers combats et tout, mais quand t'es en train de te construire une carrière pour être un crack, tu fais ça dans l'anonymat, tu prends un mec, tu sais que tu vas l'éclater, ou en tout cas t'as plutôt intérêt, parce que sinon ça veut dire que c'est compliqué pour la suite pour toi, quoique ça peut arriver, ça reste de la boxe, attention, il faut pas négliger, mais tu fais ça, donc t'es pas au devant de l'affiche, et tu gagnes pas grand-chose. D'accord ? Donc, dans le système boxe, tu sais que toi, tu fais ça pour monter les échelons. Golovkin, quand il fait ça, il n'y a personne qui est au courant. Mike Tyson, quand il fait ça, il n'y a personne qui est au courant, mais son équipe a une mission. Donc, ils vont filmer tout ça, pareil pour Golovkin, parce qu'ils savent que derrière, il y a la mission de faire de grands champions. Et ils vont y arriver. Le problème avec les influenceurs, si on les compare à ces combats de futurs cracks contre des journeyman, c'est que tout de suite, ils se font un maximum de pognon et tout de suite, il y a une mise en scène autour de ces KO. Et on te vend ces KO comme quelque chose d'extraordinaire. Le premier combat de Golovkin, on ne s'en souviendra pas. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. On ne te le survend pas. D'accord ? Parce que ça fait partie du processus pour grimper. Là, on en fait des tonnes alors que c'est pas mérité. Et surtout, on est face à des mecs qui ne connaissent rien à la boxe et qui savent pas gérer quand ils sont en difficulté. Contrairement aux journeyman dont c'est le métier. Donc tu vois la différence, la mise en danger, comment elle est extrême entre les deux. Et c'est pour ça que c'est pas vraiment comparable. Et après, le dernier argument, et pour moi c'est le plus important, c'est l'exemple que tu donnes, l'image que tu donnes. On te donne une image de facilité et de kiff du chaos. C'est le mec qui a gagné, il est extraordinaire, le mec qui a perdu est une merde. Voilà, il est fini, il est ridicule, et on se moque de son chaos. Et on met en scène ce chaos-là, alors que c'est un chaos facile. C'est comme si on mettait en scène un mec de 90 kilos, en forme, qui boxe, et qui va mettre une droite à une petite vieille, pendant qu'elle est en train de faire ses courses au supermarché. Tu vois, il y va, il lui met une droite. Et on met ça en scène. Et tu vois, tout le monde dit « Waouh, extraordinaire, quel beau KO il a mis la petite vieille. » Je crois que j'avais déjà donné cet exemple dans des vidéos que j'avais faites. Tu vois ce que je veux dire ? Alors oui, c'est extrême. Ouais, t'abuses, tu compares les trucs à une petite vieille et tout. Mais je suis obligé de te mettre un exemple hardcore comme ça pour que tu comprennes. C'est la même chose. Et on te dit « Ouais, vas-y, c'est fou ce qu'il a fait le mec. » Non, c'est pas fou ce qu'il a fait. Il a tabassé quelqu'un qui est pas du tout à son niveau. Et qui est en incapacité de ne serait-ce que de lui remettre. Ne serait-ce que de le mettre en difficulté. C'est un sac, mais qui se déplace. Et encore, c'est même pas un sac, parce qu'un sac peut te fatiguer. Là, il se fatigue même pas à taper ces mecs-là. Alors qu'un sac, si tu fais 3 minutes sur un sac et que tu donnes tout, t'es plus fatigué que 3 minutes avec un mec qui a jamais fait de boxe. T'es plus fatigué sur un sac. Et c'est la vérité. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Ils sont même pas au niveau d'un sac. Je préfère filmer 3 minutes un mec qui tape sur un sac, c'est plus intéressant à regarder que ça. C'est plus intéressant à analyser. C'est quand même grave. Et sauf qu'on te met ça en scène, et quelle image ça renvoie à tous les influenceurs, parce qu'on sait que les influenceurs aujourd'hui, c'est les stars pour les jeunes. Les jeunes, ils regardent plus les stars de cinéma, les stars de la télé, tu vois, c'est plus ça qu'ils regardent. Ils regardent les stars des réseaux. C'est eux qui sont des icônes pour eux. Et à nous de choisir si on veut des beaux icônes ou des icônes merdiques. Ou des icônes qui en ont rien à foutre et qui renvoient cette image-là aux plus jeunes. Ils vont penser que c'est facile. Et donc, je vais organiser un combat contre l'autre parce que c'est facile et je vais le tabasser. C'est ça, la boxe. C'est ça, l'image de la boxe qu'on défend, nous. L'image de ce sport. Donc, tu vois, c'est difficilement comparable. T'as bien fait de faire cette comparaison, de poser cette question, parce que c'est important de nous rappeler qu'est-ce qu'est le système boxe, comment ça fonctionne, comment on gravit les échelons, comme on l'a fait pour les premiers combats de Tony Yoka. On a rappelé, écoutez, le processus. C'est très important, mais c'est pas vraiment comparable. Parce que là, on est dans un truc de show, de spectacle. On te vend un combat soi-disant équilibré, alors que ça l'est pas. C'est n'importe quoi. Et c'est des mecs qui se mettent à la boxe comme ça, parce que ça rapporte du pognon, parce qu'ils remplissent des salles, parce que les promoteurs les suivent. Les promoteurs sont sans scrupules. Ça, ne vous y trompez pas. Les promoteurs n'en ont rien à foutre de la boxe. N'en ont rien à foutre du noblard.
On n'a rien à foutre que on renvoie une belle image de ce sport. Il s'en carre complètement. Pour un promoteur, c'est combien je vais gagner en organisant ce mec contre ce mec. Et ce problème-là, on l'a aussi avec des vrais combattants comme Gervonta Davis, qui n'a aucune raison de nous donner les combats que nous on rêve, parce que de toute façon, il remplit des salles et il fait beaucoup d'oseille. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce problème avec les promoteurs qui organisent tout et n'importe quoi, il est pour les influenceurs, mais aussi dans le monde de la boxe. Donc t'as mis le doigt sur quelque chose qui fait mal, clairement. Parce que tu vois, j'ai envie de défendre, de m'en justifier, tu vois, de dire ouais, mais attends, c'est pas tout à fait pareil. Donc tu mets le doigt, c'est vrai, sur un problème dans la boxe, mais c'est pas vraiment selon moi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Je trouvais ça très intéressant, voilà, les commentaires. Donc je remercie aux personnes que j'ai citées là. N'hésitez pas à me soutenir. Un petit don Utip, ça fait toujours plaisir, voilà, ça fait plaisir et surtout ça aide pas mal. Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne Box Attitude en devenant membre. Voilà, c'est pour minimum 2 € par mois. Encore une fois, ça m'aide beaucoup. Merci les gars de soutenir en likant cette vidéo, en la commentant. C'est important de commenter, je compte sur vous parce que voilà, quand je demande d'être un petit peu interactif, que je vous pose des questions, j'ai besoin de vos retours. C'est pas pour rien, voilà, ça m'aide aussi à faire des vidéos comme ça. Ça aide aussi à développer un petit peu le débat, à enrichir un peu le débat. Et puis voilà, et puis c'est cool. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner. Bon, je pense que là j'ai fait tout. Et rejoignez-moi sur les réseaux aussi, Instagram, tout ça, Twitter, Facebook. Venez les gars, venez, ça fait plaisir. Allez les gars, je vous dis à la prochaine. Fighting!